procureur de la République de Coutances, à l'occasion de la rentrée solennelle du tribunal de grande instance, a poussé, si vous me le permettez, un gros coup de gueule en disant les conditions de détention des détenus à la prison sont intolérables, 80 détenus pour seulement 40 places. C'est cette situation qu'a choisi de dénoncer l'avocat qui va suivre. Mais je voudrais qu'on fasse un point, Chloé, avec vous, sur cette détention dans les prisons aujourd'hui qui reste quand même assez épouvantable. L'OIP, c'est vrai, réagit souvent, mais vous aussi à Amnesty International. Alors, juste quelques chiffres. Un quart des détenus seulement en France ont un emploi. 121 suicides par an et, comme on l'a dit précédemment, des établissements surpeuplés. Je voulais juste parler du contrôleur général des lieux de privation de liberté, donc une autorité indépendante qui a été créée par une loi de 2007 qui a commencé son activité en 2008 et dont l'objectif est de s'assurer que les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté sont respectueuses de leurs droits fondamentaux et de prévenir ainsi les atteintes aux droits. Donc c'est une autorité qui peut être saisie, qui conduit des enquêtes, qui visite les lieux de détention et qui a un libre accès à toutes les parties des établissements de privation de liberté. On l'entend au sens large puisqu'il s'agit à la fois des locaux de garde à vue, mais également des centrales, mais aussi des zones de rétention. C'est ainsi que, depuis sa création, 355 établissements ont été visités. La plupart du temps, il est saisi par les personnes elles-mêmes. Il reçoit les lettres, il y répond dans un délai de 18,7 jours, ce qui est assez rapide. Et dans son rapport de 2010, il a fait plusieurs préconisations dont je vous en dirai juste une, qui est notamment de permettre un aménagement des locaux pour permettre l'entretien entre les personnes et leurs avocats et pour cela de garantir la confidentialité des un parcours un petit peu atypique parce qu'il a passé 8 années d'abord à travailler dans le monde bancaire pour s'alimenter, dit-il, et puis il a découvert ce métier d'avocat dans lequel il s'est engagé véritablement. Il est avocat au barreau de Rouen, pénaliste, et il s'est passionné donc pour la défense des personnes détenues. Il s'est d'ailleurs spécialisé en droit administratif pénitentiaire et il prône aujourd'hui une nouvelle conception, sans doute du rôle de l'avocat pénaliste qui, selon lui, couvre l'ensemble à la fois au moment de l'ensemble de la chaîne pénale, de la garde à vue à la sortie de prison. Il défend aujourd'hui la cause de Justin, détenu décédé. Je voudrais que l'on accueille tout de suite Maître Étienne Noël. Avocat, il y a maintenant plus de 15 années, j'ai entrepris un parcours au sein des prisons françaises. Il m'a été donné de faire des rencontres riches, émouvantes, bouleversantes, mais d'être également le témoin de situations révoltantes qui constituent de véritables atteintes à la dignité humaine. Je pourrais vous parler des cages monstrueuses de la maison d'arrêt de Troyes, où les personnes sont entassées dans l'attente de leur parloir. Imaginez-vous ces grilles refermées sur des êtres humains mis en cage. Je pourrais vous parler également des cellules dites pour personnes handicapées de la maison d'arrêt de Fresnes, tellement exiguës que les personnes en fauteuil roulant ne peuvent se croiser en leur sein. J'ai choisi d'évoquer devant vous aujourd'hui la situation infiniment douloureuse de Justin, mon frère, votre frère. Il avait 77 ans. Il est mort comme un chien dans sa cellule du vieux centre de détention de Liancourt, dans l'Oise, tout à côté de chez vous. Le 26 novembre 2009, il a été retrouvé inanimé à 23h10 par un surveillant qui faisait sa ronde, saignant au niveau du visage. Le décès a été constaté à 23h30.
Justin était totalement seul dans la vie. Personne ne le pleurera, sauf son avocat. Ce drame, c'est l'échec désastreux de tous les intervenants qui ont joué un rôle dans la procédure de suspension de peine qui devait aboutir à sa remise en liberté pour raison médicale. Ce texte, d'une humanité profonde, a été élaboré puis voté au sein de la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, afin de permettre, au vu de 2 expertises médicales censées être concordantes, aux personnes détenues dont le pronostic vital est engagé ou dont l'état de santé est incompatible avec la détention ordinaire, de voir la peine qu'elles purgent suspendue pour une durée indéterminée, ce afin qu'elles puissent finir leur jour paisiblement, en liberté, ou éventuellement se soigner jusqu'à retour à meilleure santé, sachant que l'épée de Damoclès de la réincarcération planera alors sur eux. Justin était âgé, malade, handicapé, en fauteuil roulant, sénile. Il ne pouvait même plus dire quelle peine il purgeait. Il n'a jamais pu me le dire. Je l'ai appris au travers de sa fiche pénale. Il avait du mal à reconnaître les gens qui venaient le voir. De toute façon, personne ne venait le voir. Il n'avait pas de permis de visite, ou si peu. Depuis 10 ans qu'il était détenu et qu'il bourlinguait entre Liancourt et l'hôpital de Fresnes dans des transferts incessants pour essayer de colmater tant bien que mal son état de santé. Justin comprenait difficilement quand je lui expliquais que la procédure compliquée qui était en œuvre devait aboutir à sa remise en liberté. À chaque fois que je venais le voir, il fallait d'abord que je lui explique qui j'étais. « Monsieur Nardon, je suis votre avocat, je suis Étienne Noël. » Une fois qu'il avait enfin compris qu'il avait en face de lui, il fallait lui expliquer à nouveau, tenter que lui-même raconte sa vie en détention avec les peu de mots dont il disposait encore. Je lui demandais si les experts étaient passés, comment se passait sa vie, etc. Enfin, on essayait d'établir un dialogue. Justin se déplaçait comme de nombreux autres détenus de Liancourt en fauteuil roulant. Il ne marchait pratiquement plus, sauf parfois quelques pas dans sa cellule et très lentement. Lorsqu'il éprouvait le besoin d'aller sur les toilettes à l'autre bout de la cellule, elle n'était pas très grande, généralement il y arrivait trop tard. Et il appartenait aux co-détenus et aux surveillants de nettoyer. Le service médical du centre de détention de Liancourt avait évalué le degré de dépendance de Justin. Seul, il ne pouvait plus faire sa toilette intime, il ne pouvait plus assurer l'élimination urinaire et fécale, et encore moins se déplacer seul en détention. Il avait besoin d'aide pour s'habiller, pour se déplacer. Il ne pouvait plus faire le ménage de sa cellule. Il pouvait tout juste porter les aliments à sa bouche. Alors on n'imagine même pas, s'agissant des activités de loisirs et des activités sportives, parce que ça faisait partie des questions qu'on lui posait. Malgré tout cela, Justin, à l'issue de l'audience du 10 juillet 2009 devant le tribunal de l'application des peines, n'a pas obtenu la suspension de peine qu'il demandait. Ce jour-là, comme cela m'arrive beaucoup trop souvent, j'ai poussé son fauteuil roulant dans la salle d'audience, aménagée en détention. Je l'ai installé à côté de moi, je le revois à ma droite, je le mettais tout à côté de moi pour qu'il puisse sentir ma présence, pour que je puisse l'encourager à parler, pour calmer ses tremblements incoercibles. Avant l'audience, il avait fallu le rassurer, le réconforter, lui dire que les juges n'allaient pas le manger, peut-être le procureur, mais en tout cas pas les juges. J'étais confiant malgré les rapports des experts médicaux qui nous disaient que tout allait bien, Madame la Marquise, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je me disais que les juges allaient bien voir que la place de Justin n'était pas en prison, il était à côté de moi, il l'avait sous les yeux.
Cette fois-ci, j'avais confiance dans leur humanité, même si déjà ils n'avaient pas voulu sortir une autre personne handicapée en fauteuil roulant, un autre paraplégique, mais celui-là, c'est pas possible, ils devaient le sortir, c'était trop criant. Ils allaient bien voir que Justin était atteint de démence sénile, qu'il était incapable d'aligner une phrase, et qu'il hochait la tête d'une manière totalement incoercible. L'administration pénitentiaire, cette fois-ci, a émis un avis favorable que j'ai partagé, une fois n'est pas coutume, au motif qu'il n'appartenait pas au surveillant de faire le travail de nettoyer sa cellule à chaque accident de toilette. Malgré ce tableau affligeant, d'une tristesse inouïe, le procureur de la République s'est réfugié derrière les expertises pour considérer que le maintien en détention était possible et que de toute façon nous étions tous soumis aux outrages du temps. Je me suis battu pendant l'audience pour que la décision soit au mieux, bien sûr, l'octroi de la mesure, ou au pire, un complément d'expertise. En repartant, il a fallu encore une fois rassurer Justin, lui expliquer ce qui s'était passé. Je me revois à genoux devant lui pour être à sa hauteur, lui caressant la main, le consolant. Il pleurait comme un enfant. Il ne voulait pas que je parte. Le tribunal de l'application des peines, par sa décision du 7 août suivant, n'a heureusement pas rejeté sa demande, mais a ordonné un complément d'expertise destiné à apprécier la compatibilité de l'état de santé de Justin avec ses conditions de détention effectives, comme si ça ne sautait pas aux yeux. Ce résultat, même s'il était possible au tribunal d'accorder la mesure au vu des éléments du dossier attestant de la dépendance, est en soi une petite victoire. En effet, il m'est arrivé que des juges d'application des peines rejettent des demandes de suspension de peine et des demandes de contre-expertise au motif que cela ne ressort pas expressément de la loi. Mais j'insistais sur le fait que ça fait partie de leurs pouvoirs généraux et qu'ils ont tout à fait le pouvoir de l'accorder. La question de la compatibilité de l'état de santé d'une personne détenue avec la détention est trop souvent vue d'une façon beaucoup trop abstraite par les magistrats, par les juges de l'application des peines, par les procureurs. J'affirme que très souvent les magistrats connaissent peu ou mal la prison et les difficultés que rencontrent déjà ceux qui sont en bonne santé, qui vivent tant bien que mal, mais encore beaucoup plus mal lorsqu'ils sont malades et en fauteuil roulant. Et vous imaginez pour Justin. Les experts ont donc à nouveau été missionnés par ce jugement qui a renvoyé l'audience, le dossier de Justin à l'audience du 19 octobre suivant. Ce jour-là, le dossier a à nouveau été renvoyé puisque les experts n'étaient même pas encore venus examiner Justin. Le 16 novembre 2009, je suis allé voir Justin à Liancourt. Dans cette ambiance de cour des miracles, nous sommes au moins 2 avocats ici, dans cette salle, à connaître Liancourt, à savoir ce que c'est que ce centre pénitentiaire, que ce centre de détention. Imaginez-vous des bâtiments qui ressemblent à une usine désaffectée en béton gris, dressée au milieu d'une cour, au milieu d'une forêt absolument sinistre, entourée de grilles. Imaginez-vous cette cohorte de personnes handicapées. Ce jour-là, j'allais voir 2 personnes en plus de Justin, une handicapée en fauteuil roulant, avec une jambe en moins, l'autre amputée des 2 jambes. Imaginez cette cohorte venant du fond de la cour et venant vers le parloir avocat. J'imagine moi aussi un de mes clients très âgé que j'étais allé voir quelques années avant, un vieux monsieur largement septuagénaire,
avec des chevilles comme des poteaux, des pieds violacés, pleins de plaies, dans ses pantoufles complètement déchirées, mettant à peu près un quart d'heure pour venir me voir jusqu'au parloir, et que je voyais progresser tant bien que mal à petits pas dans la cour. Ce jour-là, j'ai vu Justin arriver, j'en ai vu les deux autres en fauteuil roulant, c'était une espèce de cohorte de misère qui venait vers moi. Ce jour-là, Justin m'a dit que les experts n'étaient pas encore venus. Nous sommes le 16 novembre 2009, ils ont été missionnés par un jugement du 7 août 2009. Puis, plus aucune nouvelle de Justin. En fait, je n'ai jamais revu Justin, jusqu'à ce que je reçoive mi-décembre un certificat de décès. Personne ne m'avait prévenu qu'il était décédé depuis plus de 3 semaines. Il faut dire que ce silence reflète la place insignifiante de l'avocat en prison. Personne ne pense à lui et pour cause, il est absent, désespérément absent. J'ai appelé le greffe du juge de l'application des peines et là on m'annonce benoîtement qu'il est décédé. J'ai même pas eu le réflexe d'hurler. Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu? Pourquoi? Même en supposant déjà, au pire que je le sache déjà, ça aurait fait double emploi, mais ça aurait été une prévenance élémentaire, d'abord pour Justin, pour sa mémoire, puis en plus pour qu'on montre qu'on se fout pas de l'avocat comme de l'an 40. La greffière me relate en quelques mots la découverte de la mort de Justin au retour d'une hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière à Paris. J'apprends qu'il était en phase terminale, en surveillance spéciale depuis le 15 novembre, qu'il saignait de la bouche depuis quelques jours avant son décès, qu'un surveillant, la nuit, vers 20h20, l'a vu allongé sur son lit, a bien vérifié qu'il respirait toujours, parce qu'on leur demande de remuer un bras, comme ça au moins on sait qu'ils sont encore en vie, jusqu'à ce qu'à la ronde suivante, à 23h05, il le retrouve par terre, inanimé, ne ventilant plus et saignant de la bouche. Phase terminale. Qu'en ont pensé les experts médicaux qui ont examiné Justin quelques mois plus tôt dans le cadre de la procédure de suspension de peine? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont totalement failli à leur mission. La principale carence, à mon sens, de la plupart des experts médicaux, c'est qu'ils ne connaissent pas la prison et les conditions tout à fait particulières de ceux qui fréquentent ce service public. Imaginez-vous cette notion qui est intéressante. Les personnes détenues sont les usagers contraints d'un service public. Et puis aussi, les experts sont rassurés parce que finalement, ils ont d'autres confrères en détention au sein des unités de consultation et de soins ambulatoires et qu'en cas d'urgence, l'hôpital local est tout proche. Les détenus peuvent y être admis rapidement, soignés avant de retourner en détention. Mais ça, c'est une erreur. Pour de nombreuses raisons. D'une part, parce que les extractions médicales sont contingentées et les plus courtes possibles en raison de contraintes qui sont liées aux escortes pour accompagner la personne à l'hôpital. Et puis ensuite, il faut trouver une garde statique. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. On demande aux gendarmes, on demande aux policiers et tout ceci est extrêmement compliqué à mettre en place. Et donc on limite au maximum les extractions médicales. Et puis, les unités de consultation et de soins ambulatoires, c'est-à-dire les infirmeries dans les centres de détention, ne peuvent prodiguer que des soins réduits, quel que soit le dévouement du personnel qui y travaille. Oh, bien sûr, il sera facile de me dire que je me trompe, que les médecins savent ce qu'ils font, que j'y connais rien, moi, pauvre avocat, face à la faculté de médecine. Ce que je sais, moi, c'est que souvent les rapports que j'ai lus dans de telles affaires, qui engagent le reste de la vie d'un homme, ne dépassait pas à peine une page, à peine plus long qu'une ordonnance pour un rhume. Et concernant Justin, il y a quand même eu un expert pour affirmer que son pronostic vital n'était pas engagé et que son état de santé était compatible avec la détention. En tout état de cause, ce que je sais également, c'est que les experts, le 26 novembre 2009, n'étaient pas revenus voir Justin, n'avaient pas déposé leur complément d'expertise qui leur avait été demandé 4 mois plus tôt. Quel mépris de la personne humaine! Quel mépris de la personne humaine! Je n'ai rien pu faire pour Justin.
après son décès, sinon ce texte. Il n'avait aucune famille au nom de laquelle j'aurais pu introduire un recours pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, proscrivant les traitements inhumains et dégradants, car c'est bien de cela qu'il s'agit. La France est un bon client de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce fondement-là précisément, et précisément s'agissant de sa prison. Et la France est très souvent condamnée, beaucoup plus souvent que des pays auxquels nous donnons des leçons de démocratie et d'humanité. La Cour européenne des droits de l'homme, sur ce fondement de l'article 3, a rendu un arrêt au mois de novembre 2002, condamnant la France pour un traitement inhumain et dégradant imposé à une personne détenue, et le critère retenu par la Cour est passionnant. Et c'est celui que j'utilise fréquemment, très fréquemment, pas plus tard que cette semaine, à Paris. Le critère posé par la Cour est le suivant. On atteint un niveau relevant de l'article 3 de la Convention, pour simplifier, dès le moment où on impose à une personne détenue une souffrance très supérieure à celle inhérente à toute privation de liberté. Il s'agissait de ce monsieur-là qui était concerné par cette affaire, mais ne pensez-vous pas qu'il s'agit également de Justin? Voilà. Ça va mieux, là. Ça n'a pas l'air, mais ça va mieux. Je souhaitais déverser un trop-plein d'amertume suite au décès de Justin. Un élément de plus qui entretient ma révolte et qui m'a poussé un peu à jeter un peu en vrac tout ce que j'ai sur le cœur et qui s'accumule depuis plus de 15 ans que je passe mes journées en prison. Je le dois à Justin, bien sûr, mais aussi à Jeff, à Christian, à Jackie, aux deux Thierry, l'un d'entre eux ayant été tué par son codétenu qui a mangé une partie de son corps, à Jean-François, torturé 3 semaines en cellule, à Idir, égorgé en cellule, à Malik, pauvre malade mental, pendu dans sa cellule de la maison d'arrêt de Fresnes, à Nordine, petit minot de 16 ans, qui s'est pendu dans sa cellule à la maison d'arrêt de Strasbourg, à Michel, mon ami, mort après 6 années, grabataire à Melun, 15 jours après sa sortie de prison dans le cadre d'une suspension de peine pour raison médicale. À Serge, le danseur de Val-de-Reuil, qui fêtera en février 2012 ses 40 années de prison. À Jean, détenu à Caen, cloué dans son fauteuil roulant qui cherche de l'air pour ne pas étouffer. Et à tous les autres qui sont sortis de prison, en plus ou moins bon état, ou morts. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs des jurés, Mesdames, Messieurs, c'est ça aussi la prison en France.